Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Niqué, le podcast de la Maison du Sport au Féminin de Toulouse. Notre but est de lutter pour un sport plus égalitaire, de promouvoir le sport féminin, d'encourager les femmes à pratiquer et de réduire les écarts dans le sport professionnel. Inspirés par Niké, la déesse grecque de la victoire, nous souhaitons encourager la pratique du sport féminin. Rejoignez-nous chaque mois pour des discussions passionnantes et inspirantes sur l'égalité des sexes dans le monde du sport. Aujourd'hui, nous recevons les rugby women de l'équipe de rugby à 7 toulousaine d'Esprit Sud 7, avec Anne-Lise et Chloé, joueuses de rugby à 7, et Mélanie et Karine, membres du staff d'Esprit Sud 7. Bonjour à toutes et bienvenue dans notre podcast. Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, s'il vous plaît ? Alors, moi, je m'appelle Chloé Sens, j'ai 24 ans. Je fais du rugby depuis 2016. Alors, moi, je m'appelle Anne-Lise Millard. Donc, moi, j'ai commencé le rugby un peu plus tardivement. Ça va faire 8 ans que j'en fais maintenant. J'ai 32 ans aujourd'hui, donc je suis une rugby woman à 15 à la retraite. Mais je continue le rugby à 7, du coup, au sein d'Esprit Sud 7. Et dans la vie, je suis ingénieure dans le biomédical. Bonjour Noémie, bonjour les filles. Je suis Karine, responsable partenariat et commercialisation de l'association Esprit Sud 7. Karine, tu peux nous en dire plus sur Esprit Sud 7 ? Alors Esprit Sud 7, c'est une association qui a bientôt 12 ans, qui promeut et développe le rugby à 7 dans la région Occitanie, puisque le siège était à Montpellier et on a une antenne administrative sur Toulouse. On a une partie sportive, donc avec une équipe féminine, une équipe masculine. Et ensuite, on a une partie événementielle où on organise 3 gros événements sur l'Occitanie. Super. Les filles, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du rugby à 7 ? Qu'est-ce que c'est en comparaison au rugby à 15 du coup ? Alors moi j'ai tendance à dire que ce qui fait la vraie différence pour moi dans le rugby à 7, je dirais qu'en fait dans le rugby à 7 tout est exacerbé, c'est-à-dire que par exemple, dans le rugby à 7, une passe loupée et c'est toute l'équipe qui recule de 10 mètres. Un soutien qui s'oublie et c'est balle rendue à l'adversaire. Ou encore un plaquage manqué et généralement ça va de suite à l'essai. Donc en fait le rugby à 7 pour moi c'est un sport qui est bien plus exigeant que le rugby à 15 dans la mesure où il faut être vraiment en capacité d'être lucide et performant en étant quasiment systématiquement en zone rouge. Donc sous fatigue et forcément avec un nombre plus réduit de joueurs sur le terrain vu qu'on n'est que 7 pour couvrir finalement la même surface de terrain qu'au rugby à 15. D'accord. Je rejoins Lise sur ce qu'elle a dit. Quoi dire de plus ? C'est un rugby qui est complètement différent du 15. Il y a beaucoup plus de courses, c'est beaucoup plus cardio. C'est aussi collectif que le rugby à 15, là où le gros point commun. Les tournois sont plus longs que les tournois à 15, forcément. Il y a plus de matchs. Par exemple, ça peut durer un week-end, on peut jouer 6 matchs dans le week-end, alors qu'à 15, c'est juste un match dans le week-end, à part pour les phases de Coupe du Monde, où forcément c'est une fois par semaine, il me semble. Plus intensif. Ouais, oui. C'est ça. D'accord. Et le rugby à 7, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est quoi la différence ? Alors, il y a moins d'impact, il me semble. Les matchs sont plus courts, c'est ça ? Oui, alors le rugby à 7, du coup, c'est 2 fois 7 minutes. Donc c'est un match qui dure 2 fois 7 minutes. Donc les mi-temps sont forcément plus courtes. On est 7 joueurs sur le terrain face à 7 autres joueurs. La surface du terrain, comme je le disais, est la même qu'au rugby à 15 finalement. Les règles cependant sont les mêmes. Voilà. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de mêlée, c'est ça ? Alors il y a des mêlées, contrairement à ce qu'on peut penser. Non, il y a bien des mêlées, il y a des touches également, il y a également des transformations d'essais. On retrouve quasiment toutes les mêmes règles du rugby à 15, si ce n'est finalement peut-être l'exigence de l'arbitrage qui est plus importante sur du rugby à 7 que sur du rugby à 15, parce que comme je le disais, la moindre faute ne pardonne pas au rugby à 7, étant donné que les matchs sont scindés finalement en 2 fois 7 minutes, le temps étant très court, finalement il faut arbitrer de façon efficace, donc la moindre faute peut conduire très rapidement à une pénalité, contrairement au rugby à 15 où les arbitres ont tendance à laisser couler un petit peu plus avant du coup de sortir un carton pour une pénalité, par exemple. D'accord, donc c'est plus exigeant. Oui. Ok. Du coup, Anne-Lise, c'est toi qui disais que tu étais une retraitée du rugby à 15. Donc du coup, comment tu as découvert le rugby à 7 et pourquoi du coup tu es allée vers le rugby à 7 ? Alors moi, c'est pas une histoire très originale, ça s'est tout simplement fait du bouche à oreille. Je faisais partie d'une équipe de rugby à 15 et un jour, à un entraînement, une joueuse s'est pointée en disant « Eh les filles, est-ce que ça vous dirait ce week-end de participer à un tournoi de rugby à 7 ? Il nous manque une joueuse. » Et c'est comme ça finalement que j'ai mis le pied dans le rugby à 7, par hasard finalement.
Et la première équipe finalement que j'ai intégrée, c'est l'équipe d'Esprit Sud Seven, et après je l'ai plus jamais quittée. Super. Et toi, du coup? Moi, j'ai découvert ça par rapport aux sélections régionales. On m'avait proposé de faire en U18, je précise, quand il y avait les sélections régionales, il y a une partie A15 et une partie A7, et c'est comme ça que j'ai découvert le rugby A7. D'accord. Et à Toulouse, il y a plusieurs équipes ou c'est vraiment, il y a qu'un club, il y a plusieurs équipes? Il y a plusieurs équipes, ouais. D'accord. Les filles, du coup, comment se déroule une semaine type dans votre sport? Parce que du coup, je comprends que vous travaillez à peu près toutes les deux à côté. Comment ça se passe? Les entraînements, les compétitions, comment vous faites? Ça dépend. Parce que au rugby à 7, là, concernant l'association, on s'entraîne une fois à 2 par semaine. Alors que moi, personnellement, qui continue le rugby à 15, c'est 3 fois par semaine. Et encore, ça peut un peu plus parce que je compte que les entraînements terrain. Il y a les entraînements aussi en muscu, les matchs le week-end. Donc au final, ça prend pas mal de temps dans la semaine. Ouais, donc en fait, c'est beaucoup d'organisation quand on a un travail à côté. C'est vraiment organiser ses journées de sorte à, s'il le faut, prendre ses saveurs avec soi pour enchaîner le travail, puis après le rugby. C'est aussi s'entretenir parfois à côté du rugby, en plus des entraînements, manière d'avoir une condition physique adéquate, du coup. Puis c'est s'organiser, c'est se dire aussi qu'on va avoir très peu de week-ends de libre dans une année. Et puis c'est se dire aussi que la saison peut parfois être très longue si par chance du coup l'équipe va jusqu'aux phases finales. C'est se dire que voilà, c'est une partie de l'été qui peut-être sera un petit peu squeezée, mais finalement pour la bonne cause. Mais voilà, c'est de l'organisation, et puis c'est aussi je pense une bonne hygiène de vie malgré tout, qu'on se le dise, parce que c'est beaucoup de fatigue engrangée, beaucoup de fatigue physique et mentale. C'est la succession de beaucoup de choses, le boulot, le sport. Donc je pense que c'est les bons ingrédients en tout cas pour performer dans ce sport-là, quoi. D'accord. Bon, je pense que c'est comme toutes les femmes dans le sport, c'est la passion qui prend le dessus. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Il me semble que vous rentrez de Dubaï, où avait lieu un Open international qui regroupe des équipes féminines et masculines de rugby à 7. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors Dubaï, il faut se dire que c'est une quarantaine de personnes qui ont été envoyées un petit peu au bout du monde, si je puis dire, même si c'est pas si loin. Une quarantaine de personnes qui partageaient la même passion du coup du rugby. Et puis c'est se dire que c'est nous, les joueuses et les joueurs, qui avons été mis dans de superbes conditions, c'est-à-dire que nous n'avions finalement à nous soucier que de notre performance sur le terrain. Tout a été mis en place du coup pour nous faciliter la tâche dans une super ambiance. Et c'est se dire aussi que du coup toutes les émotions sont décuplées à Dubaï, parce que finalement cette équipe, elle a une véritable âme. Et finalement, les victoires des joueurs étaient également nos victoires. Lorsqu'il y avait des défaites, la déception était la même pour eux que pour nous. Donc il faut s'imaginer que finalement, étant donné que les garçons comme les filles, nous avons remporté du coup ce tournoi, c'est se dire aussi que le bonheur de cette victoire, il était finalement x2, parce que je pense qu'ils ont vécu à travers nous et nous à travers eux, du coup, le bonheur de ce petit doublé, quoi, de cette consécration à Dubaï. Et du coup, en termes d'émotion, en termes de liens tissés, ça a été complètement incroyable. Et puis qu'on se le dise, c'est ce qu'on s'est dit un petit peu à la fin de ce tournoi, nous, entre les joueuses. On s'est dit que quoi qu'il arrive et quoi qu'on devienne, finalement, Dubaï, c'est pour la vie. Voilà, c'est en nous, c'est notre histoire, c'est notre souvenir commun, et on le gardera pour toujours, quoi. Karine, tu peux nous en parler, parce que je vois qu'elle est vraiment très enthousiaste à sa participation. Oui, effectivement, côté staff, on a eu plaisir à amener les deux équipes à Dubaï. Comme elle dit, Anne-Lise, 40 personnes à gérer, autant hôtel, transport, tout ce qu'il faut aussi. La logistique sportive. Ils nous l'ont bien rendu, puisqu'ils les deux équipes ont performé, il faut le dire. Les garçons donc ont été champions de la plate, donc la petite finale. Ils ont passé des phases de poule un peu compliquées, mais ils se sont bien rattrapés sur la deuxième journée. Et donc nous, en tant que staff, c'était autant que les joueuses, donc qui ont partagé leur victoire, on était vraiment avec eux au bord du terrain, et je crois que la voix s'est fait entendre, je pense. Et les filles, voilà, nous ont offert la plus belle récompense en remportant, en étant la première équipe française à remporter ce tournoi, et donc ça récompense un petit peu l'investissement que nous, salariés, on met à l'année pour cette association et pour le développement de cette pratique.
Du coup, c'est l'objectif, vous, d'Esprit Sud Seven, d'aller sur d'autres compétitions internationales de ce On genre? aimerait, oui. Ouais. Oui. On aimerait, mais comme toute association, il faut un budget. Et aujourd'hui, ce qui nous manquerait pour amener les filles sur plus de tournois et les garçons, bien évidemment, c'est le financier, quoi, qui bloque. Donc, on travaille pour ça. Il y a des postes qui ont été créés, dont le mien. Donc, on espère que les partenaires voudront nous suivre, puisque on peut dire qu'on peut soulever cette belle performance et porter leur image avec ces victoires. Et porter le sport féminin et sport Bien sûr. masculin français à l'étranger aussi. C'est oui. ça, exactement, oui. Super. Dans la vision commune du rugby, on dit que c'est un sport qui est assez masculin. Comment vous percevez les évolutions dans le soutien du rugby féminin en France en tant que joueuse? Effectivement, on le constate encore aujourd'hui, il y a des inégalités dans le sport au féminin et également du coup dans le rugby forcément. Moi, ce que je retiendrai en tout cas, c'est que bien qu'il y ait encore des inégalités, je constate, en tout cas j'ai pu constater ne serait-ce que ces 3 dernières années à Toulouse, ce qui est un laps de temps finalement assez court, qu'il y a eu une réelle évolution de la part de certains clubs toulousains. Il y a vraiment cette vocation de la part des clubs, des dirigeants des clubs également, à vouloir faire une remise à niveau finalement du rugby féminin pour justement hisser un petit peu nos joueuses à un niveau, alors sans parler de niveau égal à celui des garçons, mais en tout cas à vraiment mettre un maximum de choses en place, en tout cas de plus en plus de choses en place finalement pour les filles, pour les faire performer et que ce soit finalement sur le terrain mais aussi dans leur vie perso. Donc voilà. Donc oui, comme l'a dit Anne-Lise, il y a eu pas mal d'évolutions. Par exemple, rien qu'à la télé, il y a quelques matchs qui vont être télévisés sur Canal, ce qui n'a jamais été le cas depuis quelques temps. La médaille d'or au JO, peut-être, oui, c'est a ça. joué là-dessus, tu penses? Je pense aussi. Et le fait que les filles, même à 7, en équipe de France, soient présentes, même à 15, ça engendre beaucoup de choses et ça permet aux filles d'être un peu plus vues, que le sport soit plus apprécié aussi, parce que quand on entend les gens parler, au final, ils apprécient aussi forcément le rugby féminin, même si c'est complètement différent du rugby masculin. Donc voilà, c'est en perpétuelle évolution et je pense que ça va dans le bon sens, en sachant qu'il y a des personnalités du rugby français féminin, en tout cas, qui essayent de faire évoluer ça, donc c'est hyper important. Et selon vous, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui au rugby féminin pour qu'il ait plus de visibilité, plus de notoriété? Qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple? Alors, déjà, dans tous les cas, je pense qu'il y a un réel souci de visibilité du sport féminin. On parlait des JO. Je pense qu'effectivement, ne serait-ce que cette victoire des JO par les garçons, pour les garçons, déjà, ça a promu le rugby à 7 d'une manière assez générale. Ensuite, s'il fallait promouvoir le rugby féminin, donc la médiatisation du coup de certains matchs, je pense, pourrait effectivement déjà faire découvrir ce sport, je pense, à un plus grand nombre, qui est, je pense, encore un sport un petit peu méconnu, mis de côté. En fait, on constate que généralement les gens connaissent très bien le rugby à 15, mais beaucoup moins le rugby à 7. Donc déjà, en fait, ça passerait par une prise de connaissance de ce sport-là. Et puis du coup, la médiatisation, la visibilité du coup du sport au féminin pourrait permettre, je pense, une réelle évolution du coup du rugby pour les féminines. Et j'ai plus d'idées. Oui, parce qu'après le rugby, déjà, c'est un sport qui est très sudiste, qu'on se le dise. Oui. Le rugby, c'est le sud, donc c'est vrai qu'il faudrait déjà essayer de le développer en France et en plus le développer au féminin dans toute la France. Donc c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà ressenti un manque de reconnaissance ou des inégalités par rapport au rugby masculin? Est-ce qu'il vous est arrivé des choses, une anecdote peut-être? Alors oui, du manque de reconnaissance, c'est certain. Des inégalités, c'est certain aussi. À titre d'exemple, des exemples qui sont très parlants. En toute une saison de rugby à 15 dans un club, on n'a par exemple jamais eu accès au terrain d'honneur pour aucun de nos matchs, typiquement. En parlant de choses aussi très parlantes, ne serait-ce qu'au niveau des salaires, évidemment. Du coup, on n'est pas du tout sur le même piédestal que les garçons en termes de rémunération. Ceci dit, je tiens quand même à souligner qu'il y a une nette évolution, je trouve, depuis ces dernières années là-dessus, mais on n'en est quand même pas, évidemment, au niveau des garçons.
Karine, je te vois réagir. Oui. En fait, c'est difficile, en tant que fille dans le monde du rugby depuis des années, parce que on parle de la l'égalité homme-femme en fait sur le terrain, mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est dans les clubs, au sein des institutions aussi. On trouve que ça a évolué, mais il y a de plus en plus de femmes qui s'investissent dans le rugby, des présidentes, des coprésidentes, comme Anne-Lise. Esprit Sud se veut égalitaire de ce côté-là. On a une coprésidence. On favorise pas plus les garçons que les filles au sein de l'association. On écoute leurs paroles, on essaye d'être plus présent aussi pour eux. Et au sein de la direction, c'est le cas. On a la parole et on est écouté. Alors que dans d'autres institutions, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, j'imagine. Le rugby féminin s'est particulièrement développé donc ces dernières années avec près de 48 000 licenciés filles en 2023 et une croissance de 20% par rapport à l'an passé. Comment on explique du coup cet intérêt du rugby auprès des filles ? Déjà, je pense que c'est parce que ça a été pas mal mis en avant pendant ces années-là, entre la Coupe du Monde, à 15, que ça soit à 15 ou à 7, des filles, je parle, oui. Bien sûr. Et les victoires que ces équipes-là ont remportées, forcément, je pense que les petites filles, elles se sont dit, mais waouh, ça a l'air trop bien, je veux essayer ce sport, même si c'est un sport qui est très masculin, alors que pas du tout. Donc ça montre bien aussi que c'est un sport féminin et que ça peut attirer aussi beaucoup de monde. Ouais, je pense aussi qu'il y a maintenant une réelle ouverture d'esprit de la part des gens de manière générale. C'est-à-dire, je pense que maintenant, des parents seront beaucoup plus enclins à inscrire leurs filles, par exemple, au rugby dès toutes petites. Je pense que aussi, du point de vue des regards des joueurs de certains clubs, les filles désormais sont bien plus facilement acceptées que ce fut le cas à l'époque, par exemple. Tout à fait. Et j'allais dire un truc qui m'est sorti de l'esprit, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des modèles féminins ? Parce que c'est vrai que c'est lié aussi, les petites filles, elles cherchent des modèles féminins pour pouvoir se représenter à travers elles. Et est-ce que vous en avez eu en étant jeune ou encore maintenant ? Alors, moi, j'ai pas eu de modèle féminin en étant jeune. Par contre, je peux vous donner un exemple d'une joueuse qui, pour moi, représente ce qui se rapprocherait le plus d'un modèle. Donc, je suis pas sûre qu'elle le sache elle-même que c'est mon modèle, mais je vais parler de Marjorie Mayence, tout simplement parce que Marjorie, c'est un vrai modèle d'efficacité sur le terrain, hein, qu'on se le dise, c'est une performeuse hors norme. Elle a joué au rugby à 7 et au rugby à 15. Elle a toujours été juste dans ses choix sur le terrain. C'est une joueuse technique, c'est une joueuse engagée avec beaucoup d'abnégation, mais surtout en fait ce qui fait d'elle ma joueuse modèle, c'est qu'en dehors du terrain, c'est quelqu'un de très simple, accessible et modeste. Je l'ai vu dès notre première rencontre. Elle avait beau s'appeler Marjorie Mayence et avoir déjà été élue meilleure joueuse, ça restait quelqu'un de simple et qui voulait vraiment transmettre son amour du rugby. Puis Marjorie Mayence, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'elle a une vraie vie à côté. C'était une personne un petit peu comme moi, c'est-à-dire qui avait quand même son métier, sa vie perso, et qui a su concilier les deux. Donc comme quoi c'est possible. Bien que Marjorie Mayence ayant commencé le rugby plus jeune que moi, du coup, elle a dû faire face du coup à des conditions de rugby plus difficiles qu'aujourd'hui, puisque du coup les accès aux soins, le staff médical, technique, les infrastructures étaient encore différentes à une certaine époque. Donc du coup, malgré ça, elle a su tirer son épingle du jeu, donc pour toutes ces raisons-là, c'est une super joueuse qui, je pense, pourrait être et est encore hyper inspirante à l'heure d'aujourd'hui pour les joueuses, les jeunes joueuses. Je pense qu'elle va être heureuse d'entendre ce portrait. Oui. Donc pour moi, ça serait, j'en ai pas vraiment, mais il y a des personnalités connues comme Simone Veil ou Serena Williams qui sont quand même des représentantes du féministe, etc. Enfin, du féminin. Du féminisme, pardon. Et c'est des femmes qui sont quand même fortes. Donc, pour moi, ça serait plus vers ça. Enfin, je me représente plus vers ce genre de personnes. C'est beaucoup de jeunes filles qui le disent. Elles ont des modèles, pas forcément dans leur sport, et qui sont pas forcément des sportives elles-mêmes. Et elles arrivent à se reconnaître et à rattacher en fait leur histoire à ces personnalités-là. Donc, c'est important aujourd'hui que chaque sport arrive à développer en fait des modèles féminins pour ces petites filles, pour qu'elles aient envie de pratiquer. C'est super important. Karine, tu voulais réagir peut-être ?
D'accord. C'est bon après. Je suis pas sportive, mais effectivement, mes sportives, références et qui m'ont donné envie de travailler dans le sport, c'est Marie-Josée Pérec et Soria Bonali, parce qu'elles ont passé des épreuves, je pense, plus que difficiles et elles ont réussi. Donc c'est peut-être ça qui m'a petite. Je suis désolée les filles, je suis pas la même génération. C'était une autre époque aussi. Voilà, c'était une autre époque et je pense que elles ont vraiment dû batailler plus que toutes les femmes aujourd'hui encore qui bataillent énormément aussi. Hein, donc c'est sûr. Quel conseil vous donneriez à une jeune fille qui souhaite se lancer dans votre sport aujourd'hui? Il faut pas écouter les vilains petits garçons. Non, il faut du courage et il faut rien lâcher. C'est un sport incroyable et c'est super. Il faut foncer et c'est un sport où on peut rencontrer des personnes extraordinaires. Super. Et moi, alors c'est vraiment lié à mon expérience personnelle, mais je dirais que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer un sport. Moi-même, j'ai commencé le rugby plutôt tardivement finalement. J'avais 24-25 ans, alors que généralement on commence beaucoup plus jeune. Et en dépit de ça, j'ai quand même réussi à gravir les échelons jusqu'à finalement intégrer le plus haut niveau de ce qui se fait aujourd'hui en France, donc l'élite. J'ai joué au sein de l'une des meilleures équipes de France à ce moment-là, à Blagnac, et comme quoi en fait finalement le sport n'a pas d'âge. Je pense que c'est juste une question d'abnégation. Donc à partir du moment où on a la détermination de réussir quelque chose, je pense qu'on peut clairement y arriver. Donc les filles, vous avez entendu, lancez-vous. On va parler d'un autre sujet qui est un sujet très actuel pour nous les femmes. On va parler de la question des menstruations dans votre sport, dans la pratique de votre sport, donc du rugby. Je vous pose cette question parce que c'était le sujet de notre deuxième épisode de podcast avec la présence du staff du Stade Toulousain Rugby Féminin concernant les problématiques urogynécologiques chez les femmes qui pratiquent un sport à impact. Il a été soulevé un manque de connaissances et d'études pour accompagner les joueuses. Est-ce que ça a été votre cas ? Alors oui, clairement ce qu'on peut dire, c'est que je pense qu'effectivement il y a un manque de connaissances de la part du staff médical, en tout cas qui accompagne les joueuses là-dessus. Il y a peut-être aussi un espèce de tabou autour de ce sujet-là, c'est-à-dire que je pense que c'est généralement un staff médical qui est masculin, donc c'est rare qu'on ait des femmes avec nous. C'est pas forcément un sujet qui est systématiquement abordé, et même d'ailleurs quasiment jamais. Donc déjà il y a peu de communication là-dessus finalement. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même certaines choses qui sont mises en place, c'est-à-dire que voilà, il y a certaines pratiques, certaines techniques, certains tapes qui peuvent aider les joueuses, en tout cas avant un match, pour soulager les douleurs s'il y a. Mais bon, clairement, on peut dire que oui, forcément, c'est un sujet qui est très très mal maîtrisé aujourd'hui, je pense, dans le rugby féminin, c'est certain, et probablement dans les autres sports. Oui, je rejoins Anne-Lise sur ce sujet-là. Mais avec Blagnac, on a eu parce que je joue à Blagnac aussi, et j'ai eu la chance il y a quelque temps. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui intervenait, qui est intervenu, une kiné d'ailleurs du rééducation périnéale, qui nous a expliqué comment gérer ces problèmes-là. Donc c'était vraiment intéressant, et c'est sûr que si chaque année on était suivi sur ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que je pense que il y a une certaine sororité quand même entre filles dans une équipe. Donc je pense que c'est un sujet que vous abordez entre vous vous donnez peut-être des conseils. Mais c'est vrai est-ce qu'il manque vraiment des conseils de professionnels venant du club, qui est quelqu'un qui vienne, comme tu l'as dit, vous donner des conseils, vous parler des menstruations, de l'évolution de votre cycle aussi peut-être dans la pratique sportive, puisque vous allez devenir peut-être professionnel, vous allez plus pratiquer, vous allez avoir des entraînements plus intensifs, et du coup de gérer cet aspect-là, c'est quand même important. Ouais, c'est complètement important. Je pense que la performance de certaines joueuses, en tout cas, est très très liée du coup à leurs conditions à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire effectivement, si y a des menstruations, du coup, c'est problématique pour elles. Effectivement, à part nos connaissances personnelles sur le sujet, on n'a aucune intervention la plupart du temps extérieure qui puisse nous expliquer sur le plan, je sais pas, par exemple médical, ce qui se passe chez nous, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'éviter ou pour en tout cas diminuer les symptômes. C'est vrai que bon, en tout cas moi, de toute ma carrière de rugby woman, du coup, je n'ai jamais eu d'intervention de qui que ce soit sur ce sujet-là. Et effectivement, il y a une sororité entre nous, donc on se partage un peu nos connaissances, nos astuces, etc. Pour autant, je pense que c'est clairement pas suffisant. Ouais, donc je confirme, c'est peut-être pas assez suffisant, et c'est rare que certains clubs
s'occupe vraiment de ça, soit intéressé par ça en fait. Donc en plus, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on a tous les mois. Ça joue forcément sur notre performance parce que est-ce que on est informé? Est-ce qu'on doit plus avoir nos règles pour ne plus avoir une performance optimale ou avoir nos règles, subir et avoir ce recul-là de quelqu'un qui s'y connaît? C'est quand même très important dans notre sport et pour notre santé aussi. Bien sûr, c'est normal. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous êtes sensibilisés à ces questions dans le sport? On en a déjà parlé, donc je vais pas refaire la question. Les filles, on va arriver sur la fin de l'interview. Est-ce que vous avez un souvenir marquant à nous partager? Je pense qu'on a un souvenir commun qui est la victoire à Dubaï. Donc cette victoire extraordinaire dans cette ville complètement déjantée et d'une immensité incroyable. Et ensuite, moi, personnellement, j'ai pu vivre en 2028 les JO de la jeunesse, où on a été vice-championne de France. Tu vas la faire parce que ça ne pouvait pas être en 2028. T'as pardon. Tu vis dans le turfu, toi, Chloé. T'es trop forte. De la jeunesse, en plus. Donc, en 2028, tu seras plus jeune que maintenant. Donc, en 2018, j'avais fait les sélections U18 en équipe de France. Donc, j'avais été sélectionnée pour les Jeux de la jeunesse. Et on a été vice-championne olympique. Malheureusement, on a perdu contre les All Blacks. Mais bon, une belle défaite, c'est un très beau souvenir. Je pense que n'importe quel jeu olympique est quand même mémorable. Moi, j'ai aussi un souvenir qui m'a énormément marqué, en plus de celui évidemment de cette victoire à Dubaï. Et ça rejoint un petit peu les sujets qu'on a abordés en fait au sein de cette interview. C'était un match de demi-finale contre le Stade Toulousain, tandis que je jouais à Blagnac, donc c'était le derby. C'était la demi-finale de Coupe de France. Et c'était au stade Ernest Vallon, donc un stade un peu mythique quand même. Et tandis que j'étais plutôt habituée à des stades qui étaient pas très très pleins en fait, puisque le rugby féminin du coup n'est pas très réputé, enfin n'a pas énormément de succès. Et ben du coup là on s'est retrouvé avec des tribunes qui étaient pleines de supporters. On avait un staff qui du coup a tout mis en place pour que vraiment on aille chercher cette victoire là. Ça a été incroyable sous tous ces aspects-là, beaucoup de soutien de la part des supporters, beaucoup de soutien de la part du staff. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que finalement, quand il y a l'ensemble de ces ingrédients-là, eh ben c'est là qu'on performe le plus et c'est là qu'on atteint vraiment des sommets, même dans le rugby féminin du coup, parce que cette victoire-là, elle était complètement incroyable. Donc voilà. Super. Les filles, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, du coup, à toutes les trois? Donc pour moi, on pourrait souhaiter en fait que l'association se pérennise de plus en plus, qu'on puisse pérenniser tous les emplois, qu'on développe encore plus et qu'on puisse promouvoir le sport le plus possible. Effectivement, d'accompagner les filles encore mieux. J'ai bien noté que des fois on avait des petites défaillances en fait, mais il faut remettre. On est une association, on est sur de l'amateur, donc il faut remettre le contexte aussi financier. Parce que malheureusement, le nerf de la guerre, c'est ça aujourd'hui. Donc moi, je cherche vraiment à ce que les partenaires ils nous soutiennent, qu'on puisse vraiment aider les filles sur ce développement-là. Aussi les garçons, parce qu'on peut aussi les aider sur la partie personnelle, professionnelle ou sportive. Du moins, c'est le but de l'association avec l'ouverture de l'académie. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est que l'asso perdure et qu'on puisse les accompagner au mieux dans toutes leurs missions sportives, personnelles et professionnelles. Voilà. Anne-Lise? Donc moi du coup en tant que joueuse en pré-retraite et bientôt à la retraite complète du coup, j'espère vraiment pouvoir transmettre mon amour du rugby aux générations futures, notamment du coup au travers de l'association Esprit Suite Seven. Voilà. J'aurais pas dû me finir ma phrase avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter? De réussir avec cette belle association pleine de personnes incroyables et qu'on revienne avec quelques belles victoires en plus, c'est un bon truc. Super, c'est super. Merci en tout cas les filles d'être venues dans ce podcast. On est vraiment ravis de vous avoir. Donc c'est la fin de cet épisode. Merci pour cet échange et merci à vous auditeurs et auditrices pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter et à en parler autour de vous. N'oubliez pas que chaque partage compte énormément.
Ensemble, accélérons le changement au service des femmes et des initiatives existantes qui se veulent nombreuses, inspirantes et précieuses. On se retrouve le mois prochain, mais en attendant, rendez-vous sur notre compte Instagram Maison du Sport au Féminin. À très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup.